Ok. Ouais, Donc, super. vous voyez mon écran, n'est-ce pas? Ouais, très bien. Super. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui les descripteurs de passeport multiculture qu'on utilise comme standard pour les données de passeport dans Genesis, mais aussi dans d'autres plateformes telles que le FAO et le GLIS. Euh, je vous montre ici sur l'écran et je vais partager le lien dans le chat du PDF de ce standard en langue en français. C'est aussi disponible en anglais et en espagnol, je crois, et aussi je crois dans toutes les langues des Nations Unies. Donc, je vais partager le lien dans le chat et je vais ouvrir le document et je vais en même temps, donc je vais partager mon écran en deux. D'un côté, je vais avoir le standard, le PDF, d'une part, et d'une autre part, je vais vous montrer un exemple de données et on va voir colonne par colonne comment on peut comprendre ce standard et aussi comment on peut convertir les données d'un format normal au format MCPD. Donc, euh, juste un moment. Et ce document est aussi disponible. Je vais vous envoyer le lien dans le chat aussi. Le document est en anglais, mais cette année, on va le traduire en français et en espagnol. Ce que je veux vous montrer dans ce document, c'est un moment. Ce sont les différentes colonnes. Euh, le standard a 29 descripteurs. Donc maintenant, on va pas regarder 29 colonnes de données, on va juste regarder un échantillon. Mais cet échantillon contient à peu près tous les types de données, tels que les codes, ou bien les dates, ou bien la taxonomie, ou bien les codes. Donc, je vais vous montrer la première colonne dans ce standard MCPD, c'est l'Institut. Donc, dans le standard MCPD, il est important de noter que les données sont à peu près tous codées. Il y a un codage qui a lieu. Donc, tout nom d'institut ou bien tout genre de stockage ou bien statut biologique, au lieu d'utiliser la langue commune, tels que par exemple Wild ou bien Form. On utilise des codes parce que ça réduit les erreurs et ça permet de comparer les données passeport de différents instituts et même aussi dans votre institut, si différentes personnes travaillent sur les données de passeport pour qu'il y ait un standard et que vous pouvez joigner les données enfin ensemble. Donc c'est pour cela que ce standard utilise beaucoup de codes. Et le premier genre de code, c'est le code d'institut. Donc, chaque institut qui travaille dans le domaine de ressources phytogénétiques a un code qui est rédigé ou bien qui est donné de la part de la FAO.
Je vais vous envoyer le lien et bien vous montrer le site web où vous pouvez trouver le code de votre banque de gènes, mais aussi le code d'instituts de d'autres banques de gènes ou d'autres universités ou bien de d'autres instituts qui travaillent dans ce domaine. Et il y a à peu près 12 000 différents codes de chaque pays à peu près chaque pays a des instituts qui ont un code d'institut dans la FAO. Et le site web où vous pouvez trouver ces liens-là, ces codes-là, et le Views, W-I-E-W-S. Um, je vous envoie le lien aussi dans le chat maintenant. Et dans cette page-là, au lieu d'utiliser le nom de votre banque de gènes ou de votre organisation, je vous conseille dans votre données de passeport ou bien dans votre database d'utiliser le code. Vous pouvez trouver le nom, le code en effectuant une petite recherche ici dans ce site web de la FAO. Donc, vous pouvez taper ici, par exemple, euh, je vais donner un exemple. Vous pouvez taper le nom de votre organisation ou bien le pays ou bien l'acronyme. Par exemple, dans le Bénin, il y a la banque de gènes de GBIOS dans le Bénin. OK, et si je veux trouver le code d'institut de GBIOS, donc je vais essayer de faire ce- cette recherche et je vois ici que j'ai eu alors ce résultat-là, le nom complet de l'institut et l'acronyme que j'ai déjà tapé, GBIOS. Et ici, dans la troisième colonne, je regarde le code de l'institut, c'est BEN097. Ces codes-là, c'est ça ce qu'on utilise au lieu de nom ou de l'acronyme, parce qu'on peut écrire le nom sans accent aigu ou bien GBIOS, grand B, petit b. Donc, c'est pour cela qu'on utilise ce standard-là. Ces codes de views d'institut commencent toujours par les trois premières lettres du pays où l'institut est localisé et donc trois lettres et puis trois numéros. Euh, donc, dans votre base de données, vous pouvez déjà standardiser le nom de votre institut, le transformer en code views. Et c'est ça, c'est le premier standard dans le standard MCPD. Ce qu'on voit aussi, donc ces colonnes-là en haut ne sont pas en MCPD, ce sont n'importe quel format. Et les colonnes en bas sont en MCPD. OK? Et vous voyez que déjà, la National Gene Bank est remplacée par le Views Code de la Gene Bank à Ghana. C'est GHA 091. Mais aussi, vous regardez que le nom de la colonne n'est pas le même. Donc, le nom de la colonne ici est Institute, mais on a remplacé dans le standard MCPD par un autre code ou par une autre expression qui s'appelle InstCode. Et la raison pour laquelle on a fait ça, et pour d'autres colonnes aussi, vous regardez ici, Accession Number est remplacé par ACCEN number, Genus est remplacé par Genus en majuscule. Et au fait, toutes les colonnes sont en majuscule dans le standard MCPD. C'est la première astuce. Et chaque colonne a son propre code. Par exemple, la date d'acquisition, acquisition date, s'écrit en ce code-là, ou cette expression ACQ date. Hum, donc, les données et les noms, les titres des colonnes sont standardisés. Et le standard, donc le PDF du MCPD,
euh, vous donne les détails de chaque nom de colonne. Donc, ce que je regarde maintenant, c'est le PDF du standard MCPD en français, des descripteurs de passeport multiculture. Et il y a pour chaque donnée, pour chaque colonne de données de passeport, par exemple ici le code d'institut, il y a entre parenthèses à la droite, entre parenthèses, le nom de la colonne selon ce standard MCPD, ce que le nom de la colonne doit être. Et on voit que pour le code d'institut, c'est INSTCode, tout en majuscule. Et il y a ici le détail que les données doivent être le code views qu'on vient de regarder ensemble. Donc, c'est le premier genre de données dans ce standard qui est le code d'institut. Donc, il faut faire attention que INSTCode veut dire que c'est le code views de l'institut où l'accession est conservée parce que il y a d'autres genres d'instituts qui peuvent être associés aux accessions dans votre banque de gènes. Cela peuvent être l'institut ou bien les banques de gènes où vous avez des doublons de sécurité. Ça a un autre code, donc c'est non plus un code, c'est un autre que je vais vous montrer. Il y a aussi les banques de gènes ou bien les instituts qui vous ont aidé ou bien qui ont fait la collecte du matériel dans le champ. Et c'est pas un code, c'est call code. Donc, on voit ici le code d'institut collector. Donc, c'est un autre titre, c'est call code. Et ça doit être unique. Donc, vous pouvez pas avoir différentes inst codes ou bien différentes colonnes de call code dans votre donnée de passeport. Ça doit être seulement une colonne. Et si vous avez différentes, ou si vous avez plusieurs euh, instituts collecteurs pour la même accession, vous les mettez dans la même euh, cellule dans Excel et vous séparez par un point-virgule. Et déjà, on peut lire ici que la norme suivie est la même que pour un code, donc c'est trois lettres et puis trois numéros. Et les valeurs multiples sont séparées par un point-virgule sans espace. Et je vais vous montrer cela dans notre exemple. Ah ben, c'est pas inclus ici. Je vais voir s'il y a un autre exemple là. Hmm. Pour les valeurs multiples. Il y a pas, il y a pas il y a d'exemples là pour les valeurs multiples, mais ce qu'on fait, je vais vous montrer directement dans Excel, c'est que si vous avez deux instituts collecteurs, donc le titre de la colonne doit être call code, et si la collecte a été effectuée par IITA et la banque de gènes à Bénin, donc les données doivent être comme ça. NGA 039, c'est le code de IITA. On écrit un point-virgule sans espace et puis on écrit le code de Bénin, GBIOS, c'est BEN 097. Donc c'est le titre de la colonne là et c'est et ici c'est ce sont les deux codes d'instituts qui ont effectué la collecte pour une certaine accession. Euh, voilà. Donc, on a regardé le call code, on a regardé inst code. Inst code, c'est votre banque de gènes où l'accession est conservée. Call code, c'est le code de l'institut collector. Et puis, on a ici un autre genre de code qui est bread code. Vous voyez là. Vous voyez, il y a le bread code. C'est le code de l'institut qui a effectué la sélection, la Breeding Institute. Si le matériel a été amélioré ou sélectionné. Donc,
ou bien croisés. Le bread code, c'est le code de l'institut détenteur qui a fait les croisements. Et ça peut être un autre institut que votre banque de gènes, ça peut être aussi un autre institut tout à fait qui n'est même pas une banque de gènes, ça peut être une université ou bien un centre de recherche. Et normalement, vous pouvez trouver le code de ce centre de recherche ou bien de cette université dans le site web de Views que j'ai envoyé dans le chat, parce que tous les instituts qui travaillent dans ce domaine-là ont généralement, la règle générale, et qu'ils ont ce code-là, code d'institut. Donc, autre que Bread Code, on a encore le Donor Code. C'est le code d'institut de la FAO, de l'institut donateur. Ça a la même norme, donc 3 lettres et 3 numéros. Les lettres sont en majuscules et c'est un champ totalement séparé. Si les accessions ont été euh, euh, fournies ou acquises dans votre banque de gènes par le biais d'un institut donateur, donc, vous pouvez ajouter cette colonne-là et ajouter cette information, mais en utilisant le code views et non pas le nom de l'institut. Et on a encore un autre genre de code d'institut et c'est euh, le duple site. Oui. Le duple site, c'est aussi un code d'institut. Euh, Ça peut être un ou ça peut être plusieurs instituts conservant un doublon de sécurité. Svalbard est inclus et le code de Svalbard, c'est NOR 057. Donc, vous pouvez aussi avoir des valeurs multiples dans cette colonne-là. Ça s'appelle Duple Site et c'est la même norme de code d'Institut Views, donc 3 lettres et 3 numéros. Euh, et vous pouvez laisser la case vide si les accessions ne sont pas doublées dans d'autres banques de jeunes. Mais aussi, vous pouvez inclure, notamment si vos accessions ont été doublées à Svalbard. Donc, c'est le premier type de données dans ce standard MCPD. Je vous demande si vous avez des questions, de les taper dans le chat ou bien d'ouvrir votre micro, parce que je vais vous montrer d'autres types de données, telles que les dates et les codes, les codages, s'il n'y a aucune question. Ok, donc je continue. Euh, donc comme je vous ai dit, euh, en ce qui concerne les numéros d'accession, le seul standard qu'on a est que le titre de la colonne de numéro d'accession doit être titulé ACCEN UMB, Accent Numb. C'est le seul standard qu'on a. Et ce numéro-là, ou bien cette valeur, doit représenter le numéro d'accession dans votre banque de gènes. Et vous avez l'opportunité d'inclure dans vos données passeport d'autres numéros d'accession, par exemple le numéro qui a été associé à cette accession-là dans l'institut donateur ou bien dans l'institut qui a effectué la collecte. Et pour cela, on a aussi différentes colonnes qu'on utilise dans le MCPD. Donc, le numéro d'accession, la colonne accès nom concerne uniquement l'identifiant unique pour l'accession dans votre banque de gènes qui a été attribué au moment de l'acquisition dans votre collection. Le numéro de collecte, donc l'identificateur original qui a été attribué dans le champ par les collecteurs avant que l'accession a été
acquises dans votre banque de gènes dans la collection. Euh, donc, ce numéro de collecte a un différent champ, c'est toute une autre colonne qui est intitulée col numb, vous voyez dans le standard ici. Et il est normalement le numéro d'accession ou bien le numéro de collecte est composé des initiales, par exemple FM, et puis suivi d'un numéro. Euh, ces initiales-là peuvent être en référence de votre banque de gènes ou bien de la taxonomie, par exemple. Ça peut être la première lettre du génus et du genre ou bien et la première lettre de l'espèce. Euh, Ça peut représenter le code de la mission de collecte. Euh, c'est à vous de décider, ce standard-là. Mais en général, ce numéro doit être unique. Et de même pour le numéro d'accession dans votre banque de gènes, il est préférable que tous les numéros d'accession dans votre banque de gènes soient uniques et qu'il n'y a pas de doublon de numéros, même si ces numéros-là appartiennent à des accessions de différents genres ou de différentes espèces. Et il est préférable que chaque accession dans votre banque de gènes euh, a un numéro d'accession unique. Donc, on a regardé le numéro d'accession, le numéro de collecte. Il y a aussi d'autres genres de numéros. Il y a le numéro d'accession du donateur. Donc, cela est un numéro attribué à l'accession, mais pas dans votre banque de gènes et pas de l'institut, de la part de l'institut collecteur, mais le numéro d'accession euh, attribué par le donateur, l'institut qui vous a donné l'accession. Donc, dans leur propre collection, si les instituts donateurs ont fait une régénération, ils ont doublé le matériel, ils ont donné une partie dans leur collection. Ils ont bien sûr un numéro d'accession propre à eux. Et vous pouvez inclure cette information dans les données passeport de cette accession-là dans votre banque de gènes. Et ça peut vous être utile si vous voulez demander un autre échantillon de la même accession de cette même banque de gènes-là dans 10 ans ou bien dans 20 ans. Gardez ce numéro-là, le numéro attribué par le donateur à l'accession dans leur banque de gènes, peut être très utile dans une dizaine d'années si le matériel a été perdu ou s'il n'a plus de viabilité. Mais aussi, cette information est utile pour les utilisateurs de votre banque de gènes. Si, il y a des chercheurs qui demandent une certaine accession que vous n'avez pas une quantité euh, qui est vraiment qui vous permet euh, d'envoyer un échantillon aux chercheurs, vous pouvez leur donner le contact de l'institut donateur et le numéro d'accession de cet échantillon dans la banque de gènes donatrice. Et ça aide vraiment les chercheurs et les sélectionneurs dans ce cas-là. Si la régénération va prendre beaucoup de temps et beaucoup de ressources de votre part. Euh, il y a ici tout autre numéro associé à l'accession. Vous pouvez inclure, vous pouvez ajouter ces informations-là dans une colonne qui s'appelle Other Numb. Donc, c'est tout autre numéro d'identification connu dans d'autres collections pour cette accession. Et vous pouvez utiliser un certain modèle, mais vous pouvez juste inclure le numéro tout carrément dans la colonne.
Et vous pouvez séparer différents numéros, s'il y a plusieurs numéros associés, par deux points, sans espace. Et ces numéros-là peuvent être des numéros, par exemple, d'accession dans des programmes de sélection de cette accession-là ou d'autres paires, d'autres échantillons euh, dans d'autres banques de gènes que vous pouvez ajouter ici. Donc, c'est en ce qui concerne les numéros dans ce standard, les numéros d'accession, les différents types de numéros d'accession dans ce standard MCPD. Et le troisième type de données dans ce standard, c'est la taxonomie. Je vous donne ici juste deux exemples. Il y en a plusieurs. Il y a encore le sous-taxon, les noms d'auteurs. Euh, on va regarder ensemble ces détails-là, mais en gros, dans le standard MCPD, le nom de l'espèce est dans des différentes colonnes. Donc, le génus est dans une colonne, l'espèce est dans une autre. Le sous-taxon est dans une troisième colonne, le nom d'auteur est dans une quatrième colonne. Parfois, dans votre banque de gènes, parfois dans d'autres banques de gènes, j'ai remarqué que le nom de l'espèce avec le nom d'auteur et le sous-taxon et l'auteur de sous-taxon est tout dans une même case. Il est, euh, il est préférable que euh, chaque donnée de taxonomie soit dans une colonne séparée. Et ça vous permet de filtrer vos accessions plus facilement en groupe, par genus ou par espèce. Ça rend le filtrage plus facile dans votre base de données, d'avoir chaque genre de taxonomie à part. Et d'ailleurs, c'est le standard MCPD d'avoir différentes colonnes pour le nom d'espèce. Et il y a aussi un standard pour les noms, les titres de ces colonnes-là, tout en majuscules. Et on utilise même si le document, vous voyez que c'est en français, mais les titres des colonnes, selon le standard MCPD, restent les mêmes. Euh, donc, ça reste en anglais. Vous voyez ici duple site, duple length name, ça reste en anglais. Et de même pour la taxonomie, donc c'est genus pour le genre, le titre de la colonne est genus. Pour l'espèce, c'est species en MCPD, comme on voit ici, et tout en majuscule. Donc le genus, c'est genus en majuscule, le species, c'est species tout en majuscule. Mais aussi, il y a des colonnes que vous pouvez ajouter pour le nom d'auteur se rapportant à l'espèce. C'est SP author. Et les sous-taxons, vous pouvez aussi les ajouter, mais dans une colonne séparée. Et la colonne, selon le standard MCPD, doit être titulée sub-taxa. Et il y a aussi la possibilité d'ajouter les colonnes pour le nom d'auteur se rapportant au sous-taxon. Euh, il doit être titulé sub-T author. Et vous pouvez ajouter aussi le nom commun de la plante qui est séparé de la taxonomie, donc le nom scientifique. Il y a aussi le nom commun, par exemple, pour par exemple, le riz ou le maïs, c'est le nom commun, c'est pas le nom scientifique. Donc, vous pouvez aussi l'ajouter dans une colonne séparée. Et cette colonne-là s'appelle crop name. Crop name. Et vous voyez là dans le standard MCPD, euh, il y a deux genres de noms communs. Donc, il y a crop name et il y a accent name. Et plusieurs personnes croient que c'est la même chose, mais au fait, ce sont deux genres de données différentes. Euh, le crop name, ça refère, c'est en référence au nom commun de la plante, par exemple le riz, maïs,
Euh, m- m- euh, D'autres noms communs, par exemple, mais le nom d'accession, c'est différent. C'est une désignation enregistrée, c'est toute une autre appellation donnée à l'accession, autre que le numéro d'accession et autre que le nom commun de l'espèce. Donc, parfois, certaines espèces de riz dans certains pays ou dans certaines banques de gènes ont des noms spécifiques, par exemple Emma, Bogatyr, euh, Symphonie. Donc, pour une raison ou une autre, parfois les curateurs ou bien les chercheurs donnent ces noms-là à certaines accessions. Parfois, il y a des accessions qui sont vraiment très résilientes, donc ils l'appellent héros ou bien des gens comme ça. Donc, vous pouvez ajouter ces informations-là si vous l'avez dans votre banque de gènes associée à des accessions dans cette colonne-là qui s'appelle accent name, qui est tout carrément différent de crop name, qui est un nom vraiment très commun que tout le monde peut comprendre, qui n'est pas vraiment spécifique à la banque de gènes ou bien aux chercheurs. Donc, je crois que c'est tout en ce qui concerne les noms d'accession. Oui, oui, c'est tout en ce qui concerne les noms d'accession et la taxonomie. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Ok, aucune question, donc je continue. Je continue au type de date. Donc, dans le standard MCPD et dans les données passeport, vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs genres de dates. Il y a la date d'acquisition, la date de collecte, et je vais vous montrer comment on fait. Donc, juste un moment. Donc, la date d'acquisition, le titre de la colonne doit être transformé en act date, euh, et le standard est que la date, c'est la date d'entrée de l'accession dans votre collection, dans votre banque de gènes. Euh, et le standard de cette donnée-là est euh, un peu, pas vraiment très facile à comprendre, mais vous devez écrire l'année. Les trois premières numéros doivent être correspondantes à l'année, et puis le mois, et puis le jour. Et je vous montre ici un exemple. Donc, au lieu d'écrire janvier 12 ou bien 5 décembre 2013, vous devez écrire l'année qui est 2012, le mois qui est janvier. Et si vous ne connaissez pas le jour, si vous avez juste l'année et le mois, vous laissez le jour en 00. Et on voit l'autre exemple, le 5 décembre 2013, c'est 2013, 12 pour le mois et 05 pour le jour. OK. Et le même standard, on l'utilise pour la date de collecte, qui est différente de la date d'acquisition. Donc, la date d'acquisition, c'est la date d'entrée de l'accession dans votre collection. Mais avant ça, il y a la collecte dans le champ qui a eu lieu pour la plupart des cas de vos accessions. Donc, dans ce cas-là, il y a une autre colonne où vous pouvez ajouter cette information.
qui s'appelle call date, qui est la date de collecte de l'accession. Et correspond, le format correspond à c'est le même format de la date d'acquisition. C'est l'année, mois, jour, temps, espace, et toutes les données qui manquent. Donc, si le mois manque, ou bien le jour, ou bien le mois et le jour, vous remplacez cela par 2 zéros, comme on voit ici. Donc, on voit ici 2012, janvier, 2012, 01, et puis là, 00 parce qu'on n'a pas le jour. On peut avoir aussi 2012, 00 si on n'a pas le mois, et 00 si on n'a pas le jour. Et si vous ne connaissez pas la date, tout carrément, vous pouvez laisser les colonnes, les cellules vides. Et ces deux-là, call date et act date, ce sont les seuls, les deux genres de dates qu'on a dans ce standard MCPD. Donc, le, le type, le genre de données qui suit est maintenant toutes les données qui sont codées. Vous voyez ici que on regarde la colonne de collecting source, de la source de collecte. Euh, cette, euh, cette source de collecte peut être le champ, ça peut être euh, un institut, ça peut être un marché. Euh, donc, au lieu d'utiliser les noms communs, on utilise un système de codage que je vais vous montrer euh, pour le site de collecte. Call source. Donc, la source de la collecte ou d'acquisition, donc la source de la collecte, c'est call source, call SRC. Et c'est un système de codage qui peut être utilisé à deux niveaux. Donc, le premier niveau de précision est en utilisant le code général 10, par exemple, ou 20, ou bien 30. Ce sont ce qu'on appelle des codes généraux. Et les codes spécifiques, c'est, sont en référence de sources de collecte qui sont beaucoup plus spécifiques au cadre du code général. Donc, dans l'habitat naturel, vous avez différents types d'habitats naturels. Ça peut être une forêt, ça peut être la prairie, un désert, un habitat aquatique dans l'eau. Euh, vous pouvez, si vous connaissez juste le cadre général de la source de collecte, vous pouvez utiliser numéro 10. Et si vous connaissez de l'information plus spécifique, il y a une spécification de cet habitat naturel, si c'est une forêt, etc., vous pouvez utiliser le système de codage qui est plus spécifique, qui commence par 1 pour indiquer habitat naturel et qui n'est pas 0, mais qui a 1, 2, 3, 4, 5 pour ces informations qui sont plus spécifiques. Et de même pour donc l'habitat naturel, c'est 10, la ferme ou habitat cultivé. Donc ici, c'est le wild en anglais. Euh, et ici, c'est cultivated. Et la ferme ou l'habitat cultivé qui n'est pas dans la nature wild, ça peut être le champ. Donc, on a 20 pour le code général, et puis 21 pour le champ, 22 pour le verger, 23 pour un jardin d'arrière-cour ou potager urbain, 25 pour la jachère, 25 pâturage, 26 entrepôt de ferme, 27 aires de battage et 28 dans un parc. Et il y a encore peut-être plus d'autres exemples, d'autres types de fermes ou d'habitats cultivés. Si vous ne, si, s'ils ne sont pas, et si rien ne correspond
aux sources de collecte de votre accession, vous pouvez utiliser le code général qui est 20. Et on a d'autres codes pour d'autres types de sources de collecte, tels qu'un marché ou une boutique ou un supermarché, ou bien 40 pour instituts ou stations expérimentales, ou bien d'autres banques de jeunes, par exemple. Euh, 50 pour une société semencière, 60 pour un habitat envahi de mauvaises herbes ou un habitat perturbé. Et pour tout autre genre de source de collecte, vous pouvez indiquer le numéro 99 pour tout autre genre. Donc, et le titre de la colonne doit être col SRC. Et on voit ici l'exemple où j'ai transformé de la colonne collecting source ou source de collecte dans mon fichier original. J'ai transformé le titre de la colonne en col SRC et pour chaque cellule, j'ai remplacé chaque valeur ici ou bien chaque type de source de collecte qui est écrit en langue commune. Je l'ai remplacé par ce système de codage-là et il y a il y a plusieurs qui correspondent à des codes spécifiques et il y a certaines qui correspondent à un code général, par exemple 40. Et on a le même système, ou bien c'est la même idée ou le même concept pour le statut biologique. On voit ici, l'autre colonne, c'est Biological Status, euh, qui, qui a cette nomenclature. Pour le titre de la colonne, c'est Stamp Stat. Et on va regarder dans le PDF le système de codage. Stat. On voit ici le Stamp Stat, le statut biologique de l'accession. On a ici un niveau de précision général et puis un niveau de précision plus spécifique. Mais ici, pour le statut biologique, on a trois niveaux de précision différents, non pas deux, comme on vient de voir pour la source de collecte. Donc, pour le statut biologique, on a trois niveaux de précision. Pour le statut biologique sauvage, on a le codage général. Et si vous savez encore plus d'informations détaillées, vous pouvez utiliser les codes plus spécifiques pour spontané, semi-spontané et semi-spontané semé. Euh, il y a le numéro 200, le code 200 pour le statut biologique envahi de mauvaises herbes, le 300 pour les cultivars traditionnels ou la variété indigène. Et il y a le 400 pour le matériel de sélection, pour le matériel de recherche qui a été croisé. Et ici, pour le matériel qui a été croisé, on a trois niveaux de précision. Il y a 400 ou bien 410, 420. Et 410, c'est une lignée de sélectionneurs. 420, c'est un stock génétique. Et vous pouvez avoir encore plus de détails dans ces deux genres. Donc, la lignée de sélectionneurs peut être synthétique, peut être un hybride, peut être une population de base ou une lignée consanguine, etc. Ou une sélection clonale. Donc, vous pouvez utiliser ces codes-là si vous avez ces informations précises. Sinon, vous pouvez utiliser le 400 ou le 410. Et pour le stock génétique, il y a encore de- des informations plus précises en ce qui concerne ce type de stock génétique. Ça peut être un mutant, ça peut être des stocks cytogénétiques ou bien d'autres stocks génétiques, par exemple la cartographie des populations. Vous pouvez avoir aussi le statut biologique d'un cultivar avancé ou amélioré dans des méthodes de sélection conventionnelles. Le 600, c'est le OGM, d'organismes génétiquement modifiés.
ou bien tout autre statut biologique, vous pouvez utiliser le numéro 999 dans ce cas. Et vous pouvez ajouter des données généalogiques, par exemple le pedigree ou toute autre description contenant la généalogie dans une colonne séparée à part s'intitule un anceste pour les informations ancestrales. Et vous pouvez taper ces informations-là, par exemple, mutation trouvée dans la RNA ou bien les différentes pedigrees si c'est un matériel qui a été croisé. Et en ce qui concerne le statut dans le MLS, dans le système multilatéral, euh, votre accession peut être soit incluse dans ce système-là ou bien exclue. Ou bien la troisième option est que vous n'avez pas cette information-là. Donc, si vous n'avez pas l'information, vous laissez la colonne, la case vide. Et si l'accession est incluse dans le système multilatéral, donc on remplace les expressions inclus, non inclus par 1 et 0. Le 1 veut dire que l'accession est inclue dans le SMS et le 0 veut dire que l'accession n'est pas inclue dans le système multilatéral. Et la colonne doit être intitulée MLS stat. Et si vous n'avez pas cette information, donc vous pouvez laisser la colonne vide. Euh, et donc, comme je vous ai dit, il y a 29, je crois, oui, 20, 28. 28, comme on voit ici, différentes colonnes dans ce standard-là. Et puisque ça, c'est à peu près 4 heures, donc je vous ai présenté les différents types de ces données dans le standard, mais on n'a pas vraiment regardé chaque colonne parce que ça va prendre encore plus de temps. Euh, mais vous pouvez bien sûr lire le standard en détail. Je vous ai envoyé le lien dans le chat. Et pour avoir plus d'informations. Et si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez toujours nous envoyer un email et on peut vous assister dans le processus de transformer vos données en MCPD. Donc cette session-là, c'était juste pour comprendre ce standard-là et les différents genres de données et des formats qui sont contenus dans le standard MCPD. Et on va organiser d'autres sessions sessions pratiques pour voir comment on peut transformer ou reformater les données pour suivre ce standard-là. Euh, et Combaté demande dans le chat, est-ce qu'on peut avoir ce document Converting Data to MCPD? Oui, bien sûr. Euh, je vais vous envoyer l'enregistrement de cette réunion avec tous les PDF dans le email que je vais vous envoyer à la fin de la session. Et je renvoie le lien encore une fois ici. Euh, Juste un moment. Euh, Here. Ok, je l'envoie ici. J'ai envoyé encore une fois dans le chat. Et bien sûr, je vais vous l'envoyer encore une fois par email. Et si vous avez d'autres questions, s'il vous plaît, envoyez-les par email ou après la session. Et, euh, et à la prochaine. Allô?
Allô? Oui, Tiamba? Oui, Christelle. Mhm. OK. Oui, Tu, c'est fini. ça va? Oui, oui. Ouais, On va continuer. Donc, je vois dans le programme qu'on a encore d'autres sessions. d'accord. Euh, et aujourd'hui, c'était juste comme une introduction C'est ça. au standard, juste pour comprendre un peu des différents types de données. Et la deuxième session va être plus pratique. Pratique, d'accord. Oui, OK. oui. Merci beaucoup, Sinon, Christelle. Et puis, merci à ceux qui ont pu quand même assister. On a juste 3 minutes. Si on peut prendre une seule question et puis, comme il y a une autre session, donc vous pouvez aussi peut-être, quand Christelle va partager l'enregistrement, donc vous allez revoir ça et puis préparer aussi vos données. Essayez de voir vos données, comment vous pouvez formater ça aussi dans le MCPD là. Donc, si vous avez aussi des difficultés, donc la prochaine session, donc, on pourra quand même en parler ensemble, discuter, puis vous aider. Mais bien avant cela, donc, si vous pouvez nous joindre ici là, je pourrais vous aider, Christelle aussi. Donc, ou bien dans le groupe, il y a aussi beaucoup de collègues. Khadija est là, il y a des gens d'Africares aussi, donc vous pouvez contacter, donc ils pourront vous aider à formater vos données. OK, merci beaucoup, Christelle. Je ne sais pas si on oui, peut prendre une seule question. oui, bien sûr, bien sûr. OK, une seule question, s'il vous plaît. Combattre, tu es venu en retard. OK, donc apparemment, il n'y a pas de question. Donc, je suppose que c'est compris ou bien ce n'est pas du tout compris. Donc, ça, ça peut être les deux cas. Alors, donc, Christelle va partager l'enregistrement à tout le monde. Donc, il faut rejouer ça. Et puis, si vous avez des données, donc essayez de formater ça. Donc, si vous avez des difficultés, donc vous pouvez nous contacter. Donc, on pourra vous aider à le faire. Donc, comme ça, la prochaine session, comme ça sera pratique, donc on pourra voir comment donc le faire et puis peut-être mettre ça sur Genesis. OK, merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à tout le monde. Merci et À la puis prochaine. Merci. après-midi, Merci bonne bien. soirée, à la Merci, prochaine. Merci. merci. On a bien suivi, on est là. OK, Merci. et puis s'il vous plaît, encourageons-nous à participer en nombre, comme ça pourra beaucoup plus redynamiser le groupe. Donc, D'accord. merci. Excusez-nous, c'est que moi j'avais oublié le Ah, lien, j'ai fouillé, et puis j'ai trouvé ça après. tu vois, tu as beaucoup de choses, donc comme tu es un grand là, c'est ça. Oh, pardon. OK, au revoir à tout le monde. Au revoir. Oui, À la prochaine. Merci bien. Merci. merci.